C'est né de l'échec. Une réaction désespérée face au Dreamliner de Boeing. Airbus s'était fait surprendre, regardant les compagnies aériennes se tourner vers Seattle pour l'avenir de l'aviation, le 787. L'A350 n'était pas censé révolutionner, il devait juste suffire. Mais quelque chose a changé en chemin. L'A350 n'a pas seulement rattrapé son retard, il a complètement changé la donne. Aujourd'hui, 675 exemplaires ont été livrés. Ils volent pour 48 compagnies sur 6 continents. Ce bimoteur gros porteur n'a pas seulement sauvé l'honneur d'Airbus sur le marché long courrier, il est devenu la nouvelle référence pour traverser les océans. C'est une histoire de rédemption écrite en fibre de carbone. Des ruines d'un dérivé d'A330 raté à la réinvention totale de ce qu'un avion long courrier peut être, voici comment Airbus a conçu l'appareil qui a tout changé. Remontez le temps au début des années 2000. Airbus était au sommet. L'A330 était devenue la référence pour les longues distances, fiable et rentable. Le moins convaincant A340, avec ses 4 moteurs, séduisait les compagnies aériennes recherchant la redondance et une autonomie ultra longue. Et puis, il y avait l'A380, la grande déclaration, le super jumbo destiné à asseoir la domination européenne sur le marché des gros porteurs. La taille comptait. 4 moteurs signifiaient sécurité et prestige. Airbus croyait au futur des réseaux hub and spoke, où d'immenses appareils relient des méga métropoles. Puis Boeing est passé à l'offensive. En 2003, Boeing a lancé le 787, aujourd'hui appelé 787. Ce n'était pas le plus grand avion, il ne cherchait même pas à l'être. Boeing promettait autre chose, ce que les compagnies réclamaient, l'efficacité à grande échelle. Le 787 utiliserait des matériaux composites pour sa structure, réduisant drastiquement le poids. Une aérodynamique avancée et des moteurs de nouvelle génération réduiraient la consommation de carburant jusqu'à 20% comparé aux avions remplacés. Surtout, c'était un bimoteur. Il pouvait desservir des routes longues et étroites de façon rentable, reliant directement des villes sans besoin de volume massif de passagers. Le modèle Hub and Spoke allait devoir faire face à une vraie concurrence du vol point à point. Airbus a totalement sous-estimé ça. La direction à Toulouse pensait que les compagnies ne renonceraient pas au confort des 4 moteurs sur les longues traversées océaniques. Ils croyaient que les passagers privilégiaient l'espace, pas l'efficacité. Le marché, selon eux, resterait fidèle à ce qu'ils connaissaient. Ils avaient tort. Au milieu des années 2000, les commandes du 787 s'accumulaient. Les compagnies engageaient des montants énormes. Pendant ce temps, les commandes de l'A340 ralentissaient. L'A330, encore vendue, semblait soudain dépassée à côté de la merveille composite de Boeing. Airbus faisait face à une crise. Sa stratégie long courrier reposait sur des avions qui devenaient vite obsolètes. L'A380 était trop grand et arrivait trop tard. L'A340 était trop gourmand. Et l'A330, bien qu'honorable, ne rivalisait pas avec la promesse du 787. Boeing venait de redéfinir l'avenir. Airbus devait réagir, et vite. La première solution d'Airbus était la plus évidente, prendre ce qui fonctionne et l'améliorer. En 2004, ils ont annoncé l'A350, pas l'avion qu'on connaît aujourd'hui, mais quelque chose de totalement différent. Cet A350 original était essentiellement un A330 modifié. Même section de fuselage, même structure de base, nouveau moteur, quelques panneaux composites, système mis à jour. Pensez-y comme un A330 avec un coup de neuf et quelques touches modernes, un peu comme un A330 Neo. C'était progressif, sûr, peu risqué. Mais les compagnies aériennes ont détesté. Elles ont regardé la proposition et ont pratiquement dit à Airbus de revoir sa copie. La conception initiale de l'A350 gardait les hublots de cockpit de l'A330, ces 6 panneaux en disposition classique, standard depuis les années 90. Ça faisait vieux parce que c'était vieux. En 2005, il est devenu évident que ça n'allait pas marcher. Airbus proposait une solution d'hier pour un problème de demain. Les commandes étaient minimes, l'enthousiasme inexistant. Et Boeing continuait à accumuler les commandes du 787. Donc Airbus a pris une décision qui allait définir la compagnie pour les 20 prochaines années. Ils ont tout abandonné.
En décembre 2006, le conseil d'administration d'Airbus a validé le lancement industriel d'un A350 entièrement repensé, l'A350XWB, Extra Wide Body. Ce ne serait pas un simple A330 réchauffé. C'était un design neuf, une refonte totale de ce qu'un avion long courrier doit être. L'objectif était simple, mais audacieux, égaler l'efficacité du 787 et défier le 777 de Boeing en même temps. Construire une famille d'avions capable de rivaliser avec Boeing sur toute la gamme long courrier. La pression était énorme. Les coûts de développement pouvaient dépasser des dizaines de milliards de dollars. Le programme A380 avait déjà mis Airbus à rude épreuve financièrement et opérationnellement. Un échec de l'A350 aurait été catastrophique pour l'entreprise. Mais Airbus n'a pas juste redessiné un avion. Ils ont réinventé toute leur philosophie. Parlons d'un nez. Oui, un nez. Parce que parfois, ce sont les plus petits détails qui racontent les plus grandes histoires. Lorsqu'Airbus a dévoilé pour la première fois le design de l'A350XWB en 2006, il avait gardé des éléments du concept original dérivé de l'A330. La section avant affichait les mêmes vitrages de cockpit en 6 panneaux utilisés sur l'A330 et l'A340. Fonctionnel, certes, mais visuellement, ça semblait conservateur, classique, comme si Airbus jouait encore la sécurité. Tout le monde l'a remarqué. Les critiques n'étaient pas bruyantes, mais elles étaient constantes. L'A350 ressemblait trop à tout ce qu'Airbus avait fait auparavant. Où était la révolution? Où était l'affirmation audacieuse que c'était vraiment une nouvelle génération? Airbus a écouté. En 2008, ils ont refait le design de la partie avant de la cabine. Le résultat? Un nez complètement repensé, plus élancé, plus aérodynamique avec une courbe distinctive. Le vitrage du cockpit est passé de 6 à 4 panneaux, offrant des lignes plus épurées et une meilleure visibilité pour les pilotes. Mais le changement le plus marquant était esthétique, un masque noir autour des fenêtres du cockpit qui se prolongeait en une visière dramatique. Il était immédiatement reconnaissable, audacieux, moderne, ce n'était plus l'Airbus d'autrefois. La refonte a aussi apporté des avantages techniques. La nouvelle structure du nez était plus légère grâce à l'utilisation élargie de composites en fibre de carbone. L'aérodynamisme s'est amélioré, réduisant la traînée. Les pilotes avaient une meilleure vue lors de l'approche et de l'atterrissage. Mais au-delà de l'ingénierie, ce masque noir est devenu un symbole. Virgin Atlantic l'a surnommé le « masque de Zorro ». Il incarnait le moment où Airbus a arrêté de regarder en arrière pour se mettre à guider l'avenir. Ce design de nez est ensuite apparu sur l'A330 Neo, l'A220 après qu'Airbus ait repris le programme Bombardier, puis finalement sur l'A321 XLR. C'est devenu le visage moderne d'Airbus. Le nez de l'A350 n'était pas juste une retouche de design, c'était une déclaration. Le moment où Airbus a laissé derrière lui son ancienne identité pour redevenir un leader. Enlevez le marketing, les couleurs, les marques des compagnies aériennes, et il ne reste que ça. Un avion qui incarne l'un des plus grands progrès techniques de l'histoire de l'aviation commerciale. L'A350 n'est pas révolutionnaire à cause d'une seule invention. Il l'est grâce à tout en même temps. Commençons par la structure. Le fuselage est composé jusqu'à 54% de matériaux composites, surtout du plastique renforcé de fibres de carbone, CFRP. Les ailes, les panneaux de fuselage, les empennages, tout est fait de couches de fibres de carbone. Ce n'est pas juste pour alléger l'avion, même si c'est crucial. Les composites ne rouillent pas, ils résistent mieux à la fatigue que le métal et ils laissent les ingénieurs créer des formes complexes impossibles à faire avec de l'aluminium. Le fuselage est un baraquement monobloc en fibres de carbone. Pas de panneaux riftés, pas de points faibles aux jonctions de tôle métallique. Juste une structure lisse et continue, plus solide et plus légère que tout ce qui existait avant. Ces ailes sont une vraie poésie mécanique. Elles sont énormes, avec une envergure de 64,75 mètres sur l'A350-900, l'une des plus grandes pièces composites jamais fabriquées pour l'aviation commerciale. Mais ce n'est pas la taille qui les rend uniques. Elles fléchissent de façon visible. Vous pouvez clairement voir les ailes se plier vers le haut en vol, s'adaptant aux charges aérodynamiques. Cette flexibilité n'est pas une faiblesse, c'est un choix de conception. Les ailes ont un calage variable, elles modifient leur forme en vol pour optimiser la portance et réduire la traînée. Aux extrémités, on trouve les charclettes, des petits ailerons incurvés qui réduisent la traînée en vortex, économisent du carburant et augmentent l'autonomie.
Chaque surface, chaque courbe a été sculptée dans des souffleries et calculée par simulation numérique pour extraire la meilleure efficacité possible. Et maintenant, la cabine. Airbus a élargi le fuselage, d'où le nom XWB, Extra Wide Body. La largeur interne est de 5,61 mètres, offrant plus de place pour des configurations de sièges plus confortables. En économique, 9 passagers de front se sentent moins à l'étroit que sur certains concurrents. En classe affaires, il y a assez d'espace pour des lits plats sans sacrifier la largeur des allées. Mais le confort ne se réduit pas à la place. La cabine de l'A350 est pressurisée à une altitude équivalente plus basse que les anciens vols, environ 1800 mètres contre 2400 mètres pour les générations précédentes. L'humidité est plus élevée. L'air est plus calme grâce à une meilleure isolation et à la structure composite qui absorbe différemment les vibrations du métal. Les passagers disent souvent qu'ils sont moins fatigués après un long vol sur l'A350. Ce n'est pas du marketing, c'est de la physique. Le cockpit incarne la prochaine étape de la philosophie fly-by-wire d'Airbus. Les pilotes habitués à l'A320 ou A330 s'adaptent vite à l'A350 parce que la logique de base reste identique. Mais l'A350 ajoute des écrans tactiles, des affichages tête haute améliorés et une meilleure intégration des communications data-link. Cette uniformité dans la famille Airbus réduit les coûts de formation des compagnies aériennes et crée un vivier de pilotes capables de passer d'un type d'avion à un autre sans des mois de requalification. Et puis, il y a les moteurs. Le Rolls-Royce Trent XWB est l'un des turboréacteurs à double flux les plus efficaces, développés spécialement pour l'A350. Ces moteurs utilisent des matériaux avancés, comme des composites en matrice céramique dans les parties les plus chaudes. Le diamètre du ventilateur approche les 3 mètres. Énorme, mais pensé pour un ratio de dérivation et une poussée optimaux. Chaque moteur produit entre 75 000 et 97 000 livres de poussée selon la version. Ils sont remarquablement silencieux, respectant largement les normes les plus strictes en matière de bruit. Et ils sont fiables. Chaque système de l'A350 a été repensé. Le système électrique génère plus de puissance que les précédents gros porteurs, supportant des fonctions avancées tout en intégrant l'air prélevé traditionnel des moteurs pour la climatisation et d'autres systèmes. Cette approche équilibrée améliore la consommation et réduit la maintenance, tirant les leçons de concurrents comme le 787 tout en gardant une fiabilité éprouvée. L'A350 n'a pas seulement été mieux construit, il a été construit plus intelligemment. « 14 juin 2013, aéroport de Toulouse-Blagnac. Le premier A350 XWB, arborant une livrée spéciale dévoilant ses motifs en fibre de carbone, roulait jusqu'à la piste. MSN 1, numéro de série, constructeur 1. À l'intérieur, une équipe de pilotes d'essai et d'ingénieurs de vol se préparait à valider des années de travail ou à découvrir des problèmes pouvant retarder indéfiniment le programme. Puis, les moteurs Trent XWB tournèrent à plein régime. L'A350 prit son envol avec douceur et monta dans le ciel français. Le premier vol dura 4 h 5 minutes, soumettant l'appareil à des tests de maniabilité basiques, vérification des systèmes et validation des performances à différentes vitesses et altitudes. C'était un sans faute. Aucune surprise, aucun souci. Juste un nouvel avion qui accomplissait parfaitement sa mission. Cela contrastait fortement avec le programme 787 de Boeing, miné par divers problèmes, même avant son premier vol. Les ingénieurs d'Airbus apprirent des difficultés de Boeing, adoptant une approche plus prudente sur certaines technologies tout en repoussant les limites sur d'autres. La campagne d'essai qui s'ensuivit fut intense. 5 avions d'essai totalisèrent des milliers d'heures de vol, validant tout, de la performance à haute altitude aux atterrissages par vent traversier extrême. Ils testèrent dans des climats chauds comme froids, dans des aéroports isolés et des grands hubs. Ils poussèrent les systèmes jusqu'à leurs limites, puis encore plus loin. Un test marquant fut celui de l'avion exposé à un givrage artificiel, une exigence de certification dangereuse et complexe. L'appareil réussit parfaitement, prouvant que ses systèmes anti-givre et sa structure en composite pouvaient affronter les pires conditions. La certification ETOPS, opération prolongée à 2 moteurs, était cruciale. Les compagnies avaient besoin de garanties sur la capacité de l'A350 à voler en toute sécurité au-dessus des océans et zones isolées avec 2 moteurs seulement. Les essais démontrèrent que l'avion pouvait rester en vol plus de 370 minutes sur un seul moteur, bien au-delà de n'importe quelle route commerciale. En septembre 2014, l'Agence européenne de la sécurité aérienne délivra la certification de type. La FAA suivit en novembre.
En seulement 8 ans, l'A350 était passé de concept à avion certifié, une prouesse à l'époque. Surtout pour un avion aussi complexe. 22 décembre 2014, Qatar Airways prit livraison du premier A350-900 de série lors d'une cérémonie à Toulouse. Akbar Al-Bakr, alors PDG de Qatar, connu pour ses exigences et critiques aiguisées, souriait largement. Impliqué dès le début de la conception de l'A350, il avait poussé Airbus à viser plus haut. La remise dépassait la simple transaction commerciale. C'était la rédemption d'Airbus. Alors que Boeing avait peiné à développer son Dreamliner, Airbus avait discrètement construit un chef-d'œuvre. Qatar Airways n'a pas juste réceptionné l'A350 pour le mettre au garage. Ils l'ont mis en service tout de suite. Le premier vol commercial a décollé de Doha le 15 janvier 2015. Passagers et médias ont pu tester ce qu'Airbus promettait depuis des années. Les retours ont été unanimes, la cabine était plus silencieuse que celle de tous les gros porteurs déjà testés. Le vol, plus doux. L'air semblait même plus pur. Mais les compagnies n'achètent pas leurs avions pour faire plaisir aux passagers. Elles choisissent selon l'économie, la fiabilité et la performance opérationnelle. L'A350 a rempli ces 3 critères. Finnair est devenue la première compagnie européenne à l'exploiter avec une livraison fin 2015. Ils ont mis leur A350 sur les liaisons vers l'Asie et l'Amérique du Nord, remplaçant leurs vieux A340. Les économies de carburant ont été immédiates et conséquentes. Singapore Airlines, l'une des compagnies les plus prestigieuses au monde, a commandé l'A350 pour ses vols régionaux et ultra long courrier. Ils ont équipé leur A350-900 avec certains des aménagements business et first les plus spacieux de l'industrie. Cathay Pacific, LATAM, Vietnam Airlines, Thai Airways, les commandes ont continué à affluer, venant aussi bien des grandes compagnies historiques que des plus récentes. Ce qui a surpris tout le monde, c'est la fiabilité d'exploitation. Quelques mois après son entrée en service, l'A350 affichait une fiabilité remarquable. Les pilotes louaient le cockpit. Le système fly-by-wire rendait l'avion facile à piloter, quelles que soient les conditions. L'automatisation était intuitive. La charge de travail sur les vols longs restait gérable. Et la visibilité offerte par ce nez repensé rendait les approches plus confortables. La structure composite demandait des techniques différentes des avions en métal, mais Airbus avait bien formé ses techniciens. La disponibilité des pièces était bonne. Le support d'Airbus, réactif. Même les passagers sentaient la différence. Sur les forums d'aviation et les réseaux sociaux, les voyageurs fréquents choisissaient exprès les vols en A350. Ils appréciaient le calme de la cabine, l'éclairage d'ambiance et les grandes fenêtres. L'A350 devenait le chouchou des passagers. Pour Airbus, c'était la preuve que chaque décision prise lors de la refonte était la bonne. L'approche table rase avait payé. L'investissement dans les composites avait porté ses fruits. Et le partenariat avec Rolls-Royce avait donné exactement le moteur qu'il fallait à l'avion. L'A350 s'imposait dans la réalité, là où ça compte. Un avion, c'est un produit. Une famille d'avions, c'est une stratégie. Airbus a lancé l'A350 XWB avec 3 variantes, chacune visant un segment de marché différent et défiant directement la domination de Boeing sur les longs courriers. L'A350-900, le jet parfait. C'est le modèle de base, celui que la plupart des compagnies aériennes ont choisi. Il peut accueillir entre 300 et 350 passagers selon la configuration, avec une autonomie allant jusqu'à 8500 milles nautiques, suffisant pour relier presque n'importe quelle de ville sur Terre. Il est en concurrence directe avec le Boeing 787-9. Le 900 est devenu le cheval de bataille de la famille A350, accumulant la majorité des commandes. Les compagnies l'utilisent sur tout, des trajets transatlantiques au marathon transpacifique. Il est assez efficient pour les routes moyennement demandées et capable pour les plus longs vols. L'A350 1000, le tueur du 777. Allongé de 7 mètres par rapport au 900, l'A350 1000 a été conçu avec un objectif précis, le Boeing 777-300ER. Le 777-300ER dominait le long courrier depuis plus d'une décennie. Gros, fiable, apprécié pour sa capacité cargo et le confort des passagers. Mais il consommait beaucoup. L'A350 1000 ne rivalisait pas en capacité avec le 777-300ER, mais il consommait moins.
Il offrait plus d'autonomie, environ 9000 milles nautiques, couvrant quasiment toutes les routes long courrier désirées par les compagnies. British Airways en a commandé 18, Qatar Airways 42 et Cathay Pacific 20. Ce n'étaient pas des compagnies cherchant à expérimenter. C'étaient des utilisateurs du 777 qui changeaient de camp parce que l'économie était convaincante. Le 1000 est entré en service en 2018 avec Qatar Airways et a immédiatement fait ses preuves. Autonomie, efficacité, cabine, tout fonctionnait comme annoncé. L'A350-900 ULR, record battu. Ultra long courrier. 3 lettres qui symbolisent le défi ultime de l'aviation, relier des villes éloignées en un seul vol. Singapore Airlines voulait relancer le service direct entre Singapour et New York, une route abandonnée des années plus tôt parce que les A340-500 utilisés étaient trop coûteux à exploiter. Airbus a répondu avec l'A350-900 ULR, une version améliorée du 900 avec des réservoirs supplémentaires, un train d'atterrissage modifié et une légère réduction du poids maximal au décollage pour optimiser la portée. Résultat, une autonomie de 9700 milles nautiques. Le 11 octobre 2018, le vol SQ-22 de Singapore Airlines a décollé de Singapour pour Newark avec un temps de vol d'environ 18 heures. Ce n'était pas juste un coup de pub. Depuis, ce service est devenu régulier, reliant 2 villes mondiales sans escale. L'ULR vole aussi de Singapour vers New York JFK et San Francisco. Ces routes ne seraient tout simplement pas viables économiquement avec l'ancienne technologie aéronautique. L'A350F entrait dans la guerre du fret. Durant des décennies, Boeing a dominé le marché des avions fret. Les 747F, 777F et 767F transportaient le cargo mondial avec peu de concurrence. Airbus avait tenté avec les A330-200F, A300-600F et des conversions, mais sans percée significative. Airbus, c'était surtout les avions passagers. Boeing régnait sur le cargo. Jusqu'en 2021, lorsqu'Airbus a lancé l'A350F. Basé sur l'A350-1000, Airbus a conçu un cargo dédié avec un plancher renforcé, une grande porte-cargo sur le pont principal et des optimisations poids-capacité. L'A350F peut transporter 111 tonnes de fret sur 4700 milles nautiques, assez pour relier les grands hubs logistiques mondiaux. Surtout, il brûle environ 40% de carburant en moins que les vieux 747 Freighters toujours utilisés. Singapore Airlines en a commandé 7, Cathay Pacific 6, Etihad Airways 7. CMA-CGM, géant français du transport maritime, en a pris 4. Air Lease Corporation et Avi Lease, 2 sociétés de leasing, ont aussi commandé des cargos à louer aux compagnies fret. En tout, 65 commandes. L'A350F n'est pas encore en service actuellement, mais les livraisons aux clients de lancement sont attendues en 2027 après les retards liés à la chaîne d'approvisionnement. L'A350 est devenue une famille avec un but, pas juste une question de taille, mais des avions conçus pour défier Boeing sur tous les segments du long courrier. Tous les membres de la famille A350 n'ont pas quitté le papier. Lorsqu'Airbus a lancé le redesigné A350 XWB en 2006, il a annoncé 3 variantes, le 800, le 900 et le 1000. Le A350-800 devait être le plus petit, avec environ 270 places et une autonomie d'environ 8500 milles nautiques. Il visait à rivaliser directement avec le Boeing 787-8 et à remplacer le vieillissant A330-200 sur des routes longues mais avec peu de passagers. L'intérêt initial semblait prometteur. Plusieurs compagnies avaient passé commande. Le 800 semblait compléter parfaitement ses grands frères. Mais avec le temps, des problèmes ont surgi. Le 800 partageait l'aile et les moteurs du 900, mais avec un fuselage plus court et plus léger. En théorie, ça devait donner une bonne autonomie et efficacité. En pratique, l'avion était trop aile lourde et trop motorisé pour sa taille. Le poids ne diminuait pas autant que prévu. L'économie devenait douteuse. Et pire, la différence de performance entre le 800 et le 900 était minime. Les compagnies se posaient une question simple. Pourquoi choisir le A350-800 alors que le 900 offre plus de capacité, une autonomie similaire et un meilleur coût par siège? Les commandes ont fondu. Hawaiian Airlines a changé pour des 900. Aeroflot aussi. En 2014, il ne restait presque plus de commandes fermes pour le 800. Airbus devait choisir, investir dans un avion que peu de compagnies voulaient ou se concentrer sur les modèles qui se vendaient bien. En juillet 2014, Airbus a officiellement annulé le A350-800. Ils ont redirigé toutes les commandes restantes vers le 900 ou proposé des alternatives comme l'A330neo qui venait d'être développé et remplissait mieux le créneau des gros porteurs plus petits. Cette annulation était stratégiquement sage, mais un peu embarrassante. Airbus vantait une famille en 3 avions et voilà qu'un tiers n'allait pas exister. Mais c'est aussi une leçon de pragmatisme. Airbus a compris que parfois, le meilleur avion est celui qu'on ne construit jamais.
Les ressources destinées à certifier et produire le 800 ont été investies pour perfectionner le 900 et le 1000, deux succès énormes. Pendant plus d'une décennie, le Boeing 777 était intouchable. Lancé dans les années 90, la famille 777 est devenue la colonne vertébrale du transport aérien long courrier. Le 777-200ER reliait les continents. Le 777-300ER transportait les foules à travers les océans avec une fiabilité inégalée. Les compagnies aériennes les adoraient, les passagers aussi. Boeing avait créé un gros porteur bimoteur qui a marqué toute une génération. À la moitié des années 2010, plus de 1400 777 avaient été livrés. La 340 d'Airbus, conçue pour rivaliser, s'était vendue à moins de 400 exemplaires avant l'arrêt de sa production. La bataille n'était même pas serrée. Puis est arrivée la 350 000. La dynamique concurrentielle a changé presque instantanément. Parlons chiffres. La 350 000 offre un avantage énorme en consommation de carburant par rapport au 777-300ER. L'autonomie est comparable. Le 777-300ER peut parcourir environ 7370 milles nautiques. La 350 000 pousse ça à environ 9000 milles nautiques. Les deux peuvent gérer n'importe quelle route long courrier, mais la 350 le fait plus efficacement. Le confort des passagers est devenu un facteur clé. La cabine plus silencieuse, l'altitude cabine plus basse et l'humidité plus élevée de la 350 rendent les vols long courrier plus supportables. Les pilotes notaient que la maniabilité de la 350 était plus légère, plus réactive et demandait moins d'efforts sur les longs vols. Puis sont venues les décisions des compagnies aériennes. Ce n'étaient pas des achats d'expérimentation, c'était des programmes de renouvellement de flotte. Les compagnies qui avaient construit leur réseau autour du 777 misaient désormais leur avenir sur l'A350. Singapore Airlines, Emirates, Etihad, ces transporteurs exploitent encore des 777, mais ils ont tous diversifié avec des A350. Même les compagnies historiquement fidèles à Boeing prenaient des paris. Boeing avait vu venir le coup. Ils ont répondu avec le 777X, une évolution étirée et plus efficace du 777 avec des bouts d'ailes repliables et de nouveaux moteurs. Le 777-9 devait être lancé vers 2020 pour maintenir la domination de Boeing sur le segment des gros bimoteurs. Mais des retards sont arrivés. Problème de certification, problème de design moteur, inquiétude sur le contrôle qualité dans tout le système de production Boeing. Le 777X, à ce jour, n'est toujours pas entré en service. Pendant ce temps, Airbus continuait de livrer des A350, mois après mois, trimestre après trimestre. Le 777 avait remplacé le 747. Maintenant, c'est l'A350 qui remplaçait le 777. L'équilibre des forces avait basculé. Pour la première fois depuis des décennies, Airbus ne courait plus après Boeing sur le marché des gros porteurs. C'était Boeing qui courait après Airbus. L'A350 n'a pas simplement gagné sur les caractéristiques techniques. Il a gagné parce qu'il correspondait à la façon dont les compagnies aériennes voulaient fonctionner dans les années 2010 et au-delà. Moyen-Orient, prestige et rivalité. Qatar Airways est devenu client de lancement pour une raison. La 350 incarnait modernité, efficacité et ambition, tout ce que Qatar voulait afficher en tant que transporteur mondial. Mais il y avait aussi une rivalité. Emirates, le concurrent régional de Qatar, avait misé lourd sur la 380 et le 777. Qatar a choisi une autre voie, des jumeaux plus petits et plus efficaces qui pouvaient desservir plus de destinations plus souvent.
L'A350 a permis à Qatar d'ouvrir des lignes qui n'auraient pas de sens avec un 777 ou un A380. Les villes secondaires en Europe, Afrique et Asie sont devenues viables. La compagnie a étendu son réseau, non pas avec des avions plus gros, mais avec des avions plus futés. Etihad a suivi une stratégie similaire. Les compagnies du Golfe, autrefois définies par leur grande flotte de gros porteurs, ont commencé à privilégier la flexibilité à la taille. Europe, efficacité et modernité. Lufthansa, le plus grand groupe aérien européen, a commandé des A350, plus tard affectés à Lufthansa et Suisse. Il fallait remplacer les anciens A340 de plus en plus coûteux. L'A350 a considérablement réduit les coûts de carburant et permis à Lufthansa de servir les vols long courriers avec de meilleures marges. Les routes exigeant une gestion fine des capacités sont devenues rentables avec le bon avion. Finnair a utilisé l'A350 pour se positionner comme la connexion la plus rapide entre l'Europe et l'Asie. Son hub d'Helsinki est géographiquement entre les deux continents. Avec l'efficacité de l'A350, elle pouvait offrir des tarifs compétitifs tout en restant rentable. Iberia, Air France, Virgin Atlantic et British Airways ont tout ajouté des A350. Ce n'étaient pas des choix de facilité, mais des décisions stratégiques pour moderniser leur flotte et réduire leurs coûts d'exploitation. Asie-Pacifique, le laboratoire du long courrier. L'Asie est devenue le terrain d'essai de l'A350 pour les vols ultra long courrier. Singapore Airlines a relancé des vols directs vers les États-Unis qui étaient non rentables 10 ans plus tôt. L'A350-900 ULR a rendu ses vols de 18 heures économiquement viables. Cathay Pacific a opté pour l'A350-1000 sur ses lignes vers l'Amérique du Nord et l'Europe. Les économies de carburant ont été immédiates et les retours des passagers très positifs. China Airlines, Vietnam Airlines, Thai Airways et Philippine Airlines ont tous intégré l'A350. Ces compagnies évoluent dans des marchés très compétitifs où l'efficacité carburant et l'expérience passager comptent énormément. Japan Airlines a préféré l'A350 au 787-10 sur certaines lignes, appréciant la cabine plus large et la flexibilité de la portée. Amérique du Nord, une adoption discrète. Les compagnies nord-américaines ont historiquement favorisé Boeing, mais des fissures sont apparues. Delta Airlines a commandé 25 A350-900, sa première commande d'Airbus gros porteur depuis des années. Delta avait besoin d'avions efficaces pour remplacer ses 777 vieillissants et l'A350 offrait l'économie la plus avantageuse. United Airlines, malgré des retards répétés, maintient ses commandes d'A350. Le point commun entre toutes les régions, les compagnies ont valorisé la prévisibilité et l'économie d'exploitation. L'A350 a offert ça. Pas de drame, pas de surprise. Juste un avion qui fait ce qu'il promet, jour après jour, vol après vol. Mettez de côté le marketing, les marques, les peintures extérieures et demandez aux passagers ce dont ils se souviennent lors d'un vol sur un A350. Ils vous diront que c'est silencieux. Remarquablement, nettement silencieux. Les conversations se tiennent à voix normale, même en croisière. Le bruit des moteurs est un bourdonnement lointain plutôt qu'un rugissement constant. La cabine semble isolée du monde extérieur, ce que les avions plus anciens n'atteignent pas. Ce n'est évidemment pas un hasard. La structure en composite du fuselage absorbe et atténue le son différemment de l'aluminium. L'isolation acoustique est plus efficace. Les moteurs, bien que puissants, sont conçus pour un bruit plus faible. Le résultat ? Une cabine bien plus calme que sur les précédentes générations de bimoteurs. L'éclairage joue un rôle subtil, mais crucial. L'A350 est équipée d'un éclairage d'ambiance LED qui simule lever et coucher de soleil, ainsi que diverses ambiances tout au long du vol. Les compagnies personnalisent ces séquences, mais l'idée reste la même. Utiliser la lumière pour aider le rythme biologique des passagers à s'ajuster au fuseau horaire. Est-ce efficace ? Les études tendent à le confirmer. Les passagers rapportent moins de décalage horaire après un vol en A350 comparé à des avions plus anciens, même si plusieurs facteurs entrent en jeu. L'altitude de cabine est plus basse. Cela signifie plus d'oxygène dans l'air, réduisant fatigue et maux de tête. L'humidité est aussi maintenue plus élevée, contrebalançant l'air sec qui rend les longs vols pénibles. Ce sont des choses que vous ne remarquez pas consciemment durant le vol, mais votre corps, lui, les ressent. Les fenêtres sont plus grandes que sur la plupart des gros porteurs.
Pas aussi grande que celle du 787, mais assez pour offrir une meilleure vue et plus de lumière naturelle. Les stores sont mécaniques conventionnels, que certains préfèrent au système de variation électronique du 787. Le cockpit est silencieux aussi. Les pilotes peuvent communiquer sans casque en croisière. Les affichages tête haute offrent une excellente visibilité des informations pendant les approches. Les interfaces tactiles, même si elles ne révolutionnent rien, restent réactives et intuitives. Les longs vols sont moins fatigants pour l'équipage. La charge de travail est raisonnable. L'appareil réagit bien en turbulence. Les systèmes sont fiables. Pour les passagers, cela signifie un vol plus calme. Moins de stress, un meilleur sommeil, la capacité de débarquer d'un vol de 12 heures et de vraiment fonctionner. L'A350 n'a pas été conçu pour impressionner. Il a été conçu pour disparaître, ne laissant place qu'à l'expérience de voler. Durant des décennies, Boeing a dominé le marché des avions cargo. L'A330-200F s'est vendu à moins de 40 unités. L'A300-600F a eu un joli parcours, mais c'était une technologie dépassée. Airbus était une compagnie spécialisée dans les avions passagers. Boeing régnait sur le cargo. Puis tout a changé. En juillet 2021, Airbus a officiellement lancé le A350F, un cargo conçu spécialement basé sur la cellule de l'A350-1000. Les caractéristiques étaient impressionnantes. L'A350F peut transporter 111 tonnes de charge utile sur 4700 milles nautiques, suffisamment pour relier des hubs logistiques majeurs comme Hong Kong à l'Amérique du Nord ou l'Europe au Moyen-Orient sans escale. La cellule intègre un plancher renforcé pour supporter la charge concentrée des palettes et conteneurs. Une grande porte cargo sur le pont principal permet de charger des conteneurs standards et des cargaisons surdimensionnées. Le nez peut s'ouvrir, comme sur le 747F, pour charger des pièces exceptionnellement longues. Mais l'avantage principal, c'est l'efficacité. L'A350F consomme environ 40% de carburant en moins que les 747-400 Freighters encore en service. Dans une industrie où le carburant représente l'un des plus gros postes de dépenses, ces chiffres comptent énormément. Les compagnies l'ont remarqué tout de suite. En octobre 2025, Airbus avait déjà reçu 65 commandes fermes pour le A350F. Le premier avion est entré récemment en assemblage final avec des livraisons prévues pour 2027. Un peu retardé par les problèmes de chaîne d'approvisionnement, mais si tout se passe bien, ça marquera l'entrée très attendue d'Airbus sur un marché où Boeing règne depuis un demi-siècle. Les réglementations environnementales se durcissent partout dans le monde. Les coûts du carburant restent volatiles. Les compagnies ont besoin de cargos plus efficaces et Airbus est prêt à répondre à cette demande. L'A350F représente enfin l'entrée crédible d'Airbus sur un marché que Boeing a dominé durant 50 ans. L'A350 n'a pas seulement transformé l'aviation commerciale, il a aussi transformé Airbus. Parlons production. L'A350 est fabriqué dans plusieurs sites européens. L'assemblage final se fait à Toulouse, en France, dans une usine dédiée spécifiquement à la production de gros porteurs. Les ailes sont fabriquées à Broughton, au Pays de Galles, d'immenses structures composites qui demandent une ingénierie de précision et des autoclaves spécialisées pour leur durcissement. Les sections de fuselage viennent à la fois des sites Airbus et de fournisseurs. Le fuselage central est construit en Allemagne. Les sections arrière viennent d'Espagne. Le nez est fabriqué en France. Toutes ces pièces traversent l'Europe par route, barge et avion pour rejoindre l'assemblage final à Toulouse. Ce modèle de production répartie permet de conserver les emplois aérospatiaux à travers tout le continent. La Grande-Bretagne, l'Allemagne, la France et l'Espagne profitent de la fabrication de l'A350. Lorsque le Brexit a menacé de perturber les chaînes d'approvisionnement, le programme A350 est devenu un cas d'école pour maintenir les relations de production transfrontalières. Le programme a aussi assuré l'avenir financier d'Airbus à un moment crucial. Le programme A380, malgré son prestige, a été un échec commercial. Les coûts de développement ont dépassé les 30 milliards de dollars. Les ventes n'ont jamais atteint les volumes nécessaires à la rentabilité. Lorsqu'Airbus a arrêté la production de l'A380 en 2021, il était clair que ce super jumbo avait été une erreur stratégique. L'A350 a offert une revanche. Les coûts de développement, bien que conséquents, autour de 12 à 15 milliards de dollars, étaient plus maîtrisés. Surtout, l'avion se vendait. En septembre 2025, l'A350 a cumulé plus de 1400 commandes. Le rythme de production s'était stabilisé à environ 6 appareils par mois. Le programme était devenu rentable. Ce succès financier était crucial parce qu'il a financé la génération suivante de programmes d'Airbus.
L'A321 XLR, qui porte la portée des monocouloirs à des niveaux inédits, utilise des systèmes et technologies testés sur l'A350. L'A330 Neo, basé sur une conception plus ancienne, a bénéficié des moteurs nouvelle génération et des améliorations aux commandes de vol. Sur le plan stratégique, l'A350 a prouvé qu'Airbus pouvait mener à bien des programmes complexes et totalement nouveaux. Le 787 avait été un avertissement sur ce qui arrive lorsque l'ambition dépasse la capacité d'exécution. Airbus a appris. Ils ont été méthodiques, ont beaucoup testé. Pas question de précipiter la mise en service. Résultat, un avion qui fonctionne parfaitement dès le premier jour, sans drame. Cela a renforcé la confiance des compagnies aériennes. Airbus a montré au marché qu'il était un constructeur mature, capable de livrer des technologies de nouvelle génération fiables. Cette réputation est cruciale lorsque des compagnies prennent des décisions de flotte à plusieurs milliards. L'A350 n'a pas seulement sauvé le programme gros porteur d'Airbus, il a assuré l'avenir de la société comme l'égal de Boeing et dans certains segments son supérieur. Pour comprendre le succès de l'A350, il faut d'abord saisir ce qui se passait de l'autre côté de l'Atlantique. Le Boeing 787 Dreamliner était censé révolutionner le marché. Et à bien des égards, il l'a fait. Le fuselage en composite, les moteurs efficaces, les innovations pour le confort des passagers. Tout cela était véritablement révolutionnaire. Mais l'exécution a été catastrophique. Le programme 787 a accumulé des années de retard, des problèmes de production, des cauchemars au niveau de la chaîne d'approvisionnement. Puis, peu après sa mise en service, des incendies de batterie ont cloué la flotte au sol pendant 3 mois. La réputation de fiabilité de Boeing a pris un sacré coup. Les compagnies qui avaient commandé des 787 ont dû attendre des années au-delà des dates prévues. D'autres ont conservé leurs commandes, mais ont ajouté des A350 en guise d'assurance. À la moitié des années 2010, Boeing avait en grande partie résolu les problèmes techniques du 787. L'appareil fonctionnait bien en service, mais le mal était fait sur la réputation de Boeing, et de nouveaux soucis continuaient d'apparaître. La qualité de production a commencé à poser problème au grand jour. Des raccourcis dans la fabrication ont été dévoilés lors d'enquêtes. Les crashs du 737 MAX suivis de son immobilisation ont dévasté la division commerciale de Boeing et soulevé de lourdes questions sur la culture de sécurité de l'entreprise. Durant la fin des années 2010 et le début des années 2020, Boeing a dû arrêter et reprendre la production à plusieurs reprises à cause de défauts. Le 777X devait redonner confiance. Annoncé en 2013, le 777X promettait d'être la réponse de Boeing à l'A350 1000. Un 777 allongé, plus efficient, avec des ailes en composite équipées d'extrémités repliables pour s'adapter aux portes d'aéroports existantes. Nouveau moteur, système moderne, tout ce que les compagnies voulaient. La première livraison était prévue pour 2020. Puis les retards sont arrivés. Les moteurs n'étaient pas prêts. Des problèmes structurels sont apparus lors des essais. Les exigences de certification se sont durcies après les crashs du MAX. Le calendrier a glissé à 2021, puis 2023, puis 2025, puis 2026, voire 2027. À fin 2025, le 777X n'est toujours pas entré en service. Boeing a construit des dizaines d'appareils qui attendent encore leur certification. Les clients restent patients, mais la frustration monte. Les compagnies qui achetaient historiquement uniquement Boeing ont commencé à diversifier. British Airways a commandé des A350. Singapore Airlines aussi. Même Emirates, le plus gros client du 777 chez Boeing, a commandé des A350. Pour la première fois dans l'histoire récente de l'aviation, la dynamique concurrentielle s'est inversée. Durant des décennies, Airbus était le challenger, ce consortium européen battant de l'aile qui essayait de suivre le géant américain. Les avions Airbus étaient bons, mais Boeing était la référence. Aujourd'hui, l'A350 est la référence. Boeing peine à suivre. Les problèmes de qualité de production continuent de miner Boeing. Les pertes financières s'accumulent. La division avion commercial, jadis enviée dans l'industrie, semble fragile. Ce n'est pas qu'une simple affaire de programme d'avion. C'est une question de dynamique institutionnelle. Airbus en bénéficie, Boeing la perd. L'A350 a réussi non seulement parce que c'est un excellent avion, car il l'est, mais parce qu'il est arrivé au moment où les compagnies remettaient en question leur fidélité à Boeing et cherchaient des alternatives. Airbus avait sa réponse prête. Pour la première fois depuis des décennies, ce n'est plus Airbus qui rattrape son retard. C'est Boeing qui est à la traîne. Faisons une petite pause pour parler des exploits remarquables de cet avion. Les vols les plus longs.
Singapore Airlines opère les 2 plus longs vols passagers au monde avec des A350-900 ULR, le vol SQ-23 de New York JFK à Singapour en 18h50 couvrant 9537 miles et le vol SQ-21 de Newark à Singapour en 19h10 sur 9523 miles. Ce ne sont pas des tentatives ponctuelles de record, mais des vols commerciaux réguliers plusieurs fois par semaine. Les passagers choisissent ces vols car l'A350 rend le voyage supportable comme aucun avion auparavant. Singapour vers San Francisco, Doha vers Auckland. Ces trajets ultra longs relient des villes qui nécessitaient auparavant des escales. L'A350 a rendu possible ce service non-stop économiquement. Mais aussi les plus courts. À l'autre bout du spectre, des A350 ont aussi opéré des vols très courts. Au Japon, des vols d'essai vont de Tokyo jusqu'à Osaka, à peine 1 heure. Les compagnies repositionnent parfois les A350 sur ces courts trajets entre bases. Le contraste est frappant. Un avion qui peut voler 19 heures d'affilée s'adapte aussi parfaitement aux vols régionaux d'1 heure. Cette polyvalence fait le charme de la famille A350. Le bimoteur le plus silencieux jamais construit. Mesurée en croisière, la cabine de l'A350 est plus silencieuse que beaucoup de voitures à grande vitesse. La différence se remarque immédiatement pour ceux qui volent souvent sur l'A350 et d'anciens gros porteurs. Premier Airbus avec fuselage en fibre de carbone. L'A350 a marqué un virage majeur dans la fabrication chez Airbus. Avant, les gros porteurs Airbus avaient un fuselage en aluminium avec des pièces composites secondaires. L'A350 inverse la donne. La structure principale est en composite, le métal n'est utilisé qu'à certains endroits. Cela a exigé un défi technique et industriel énorme, avec de nouveaux procédés, outillages et contrôle qualité. Les jalons de la flotte. En septembre 2025, 650 A350 avaient été livrés à 38 compagnies. La flotte cumule plus de 3,5 millions d'heures de vol et a transporté plus de 400 millions de passagers. Avec toutes les variantes et la version cargo, plus de 1400 commandes ont été passées, faisant de l'A350 l'un des programmes gros porteurs les plus réussis commercialement. Livret spécial et version VIP. Plusieurs gouvernements et opérateurs privés ont commandé des A350 comme transport VIP. L'autonomie et la modularité des cabines en font un choix idéal pour des chefs d'État et l'aviation d'affaires ultra longue distance. Les compagnies ont aussi créé des livrets spéciales qui plaisent aux passionnés et photographes. Opération polaire. L'A350 est certifiée pour voler au-dessus des 2 pôles. Les compagnies profitent de ces routes polaires qui économisent temps et carburant, réduisant les durées face aux itinéraires équatoriaux. Cela nécessite un équipement et une formation spéciaux, mais l'A350 gère le froid extrême sans problème. Sa structure composite résiste même mieux que le métal, qui peut devenir fragile. Évolution du rythme de production. Airbus a d'abord augmenté la production d'A350 lentement pour garantir la qualité. Le pic a atteint 10 avions par mois. La pandémie a fait baisser temporairement le rythme, qui est remonté à environ 6 avions mensuels. En comparaison, Boeing a poussé le 787 à des cadences plus élevées au prix de crise qualité. Airbus a tiré les leçons, misant sur une production stable et durable plutôt que la quantité maximale. Ces records et faits dressent le portrait d'un avion non seulement excellent techniquement, mais aussi fiable et polyvalent. L'A350 s'adapte à une incroyable variété de missions, des ultra longs courriers records aux vols régionaux quotidiens. C'est ça, la marque d'un avion vraiment réussi. L'histoire de l'A350 ne s'arrête pas. Elle évolue. Airbus envisage déjà la prochaine évolution de ce modèle. Pourrait-il créer un A350 Neo ? Cela suivrait le modèle des programmes A320 Neo et A330 Neo. Prendre une cellule éprouvée, y ajouter des moteurs de nouvelle génération, intégrer des améliorations aérodynamiques, mettre à jour les systèmes et atteindre un gain d'efficacité significatif. Quoi qu'il en soit, Airbus cherchera des moteurs offrant des améliorations de consommation à 2 chiffres. Mais l'efficacité ne suffit plus. La durabilité devient au cœur de la stratégie aéronautique. L'A350 est déjà compatible avec les mélanges de carburant d'aviation durable, SAF, jusqu'à 50%. Ceci permet aux compagnies de réduire leurs émissions de carbone immédiatement avec l'infrastructure existante. À mesure que la production de SAF se développe mondialement, la flotte A350 pourra en bénéficier sans modification. En regardant plus loin, Airbus étudie la propulsion à hydrogène. Les avions à hydrogène pour les vols long courriers sont probablement à plusieurs décennies. Mais les recherches actuelles profiteront un jour aux futures variantes de l'A350 ou à ses successeurs.
La version cargo A350F représente une autre opportunité de croissance. Les premières livraisons, désormais prévues pour 2027 après des retards, ouvriront un segment de marché qu'Airbus n'a jamais réussi à conquérir. Les variantes ultra long courrier repoussent toujours les limites. Qantas développe le projet Sunrise avec des vols reliant Sydney à Londres et New York en non-stop, des trajets de près de 20 heures. Il travaille avec Airbus sur des versions spécialisées de l'A350 capables de ces missions tout en transportant assez de passagers pour rester rentable. Ces vols ultra long courrier sont l'avenir du voyage premium. Les voyageurs d'affaires prêts à payer pour du non-stop créeront la demande pour des avions capables de telles missions extrêmes. Les futurs gros porteurs Airbus, quels qu'ils soient après l'A350, s'appuieront sur les enseignements de ce programme. Les techniques de fabrication, l'intégration des systèmes, le processus de certification, tout cela devient un savoir-faire institutionnel qui facilitera et sécurisera les prochains programmes. L'A350 n'est pas en train de décliner, c'est la base de la prochaine révolution d'Airbus dans l'aviation commerciale. Tout avion finit par décliner. Même les programmes les plus réussis vieillissent avec l'arrivée de nouvelles technologies. Mais l'A350, c'est différent. Il ne décline pas, il devient la nouvelle référence. Regardez ce qui est retiré du service pour laisser place aux A350. Le A330 CEO, le modèle classique sans moteur Neo, est peu à peu abandonné par beaucoup de compagnies. Ces avions ne sont pas vieux selon les standards, mais ils ne tiennent pas la cadence économique face à l'A350. Les compagnies remplacent des A330 de 10 ans par des A350 car les économies de carburant valent le coup. Les Boeing 777-200ER et 777-200LR ont quasiment disparu des vols long courriers. Ils ont été retirés tôt alors qu'ils avaient encore de belles années devant eux, simplement parce que l'A350 coûte moins cher à exploiter. Même certains 777-300ER, qui dominaient le long courrier pendant plus de 10 ans, sont remplacés prématurément par l'A350. British Airways, Cathay Pacific et d'autres font ce choix, non pas parce que les 777 défaillent, mais parce que l'A350 est meilleur. L'époque des quadrimoteurs est bel et bien terminée. Les A340 et 747-400 passagers ont disparu des flottes, sauf chez quelques opérateurs spécialisés. L'A380, lui, n'a jamais vraiment décollé. Le 777, puis la 350 ont marqué la fin des 4 moteurs sur les lignes passagers. La certification ETOPS a tellement progressé que les bimoteurs peuvent voler partout et économiquement, 2 moteurs valent largement mieux que 4. Cette transition a été plus rapide qu'on ne le pensait. Il y a 15 ans encore, les grandes compagnies alignaient encore beaucoup de quadrimoteurs. Aujourd'hui, l'A350 et le 787 les ont presque tous remplacés. Mais l'héritage ne se limite pas à l'efficacité. L'A350 a prouvé bien plus. Il a montré que les matériaux composites pouvaient construire la structure principale d'un gros avion commercial sans sacrifier ni la sécurité ni la fiabilité. Il a prouvé que les vols ultra long courrier pouvaient être confortables pour les passagers et rentables pour les compagnies. Il a prouvé que les bimoteurs modernes pouvaient couvrir toutes les routes que n'importe quel avion avait jamais volé partout dans le monde. Mais surtout, il a montré qu'Airbus pouvait rivaliser à armes égales avec Boeing et gagner. Aujourd'hui, lorsqu'une compagnie évalue un avion long courrier, elle place l'A350 et le 787 sur un pied d'égalité. Certains préfèrent l'A350. Le 777X, lorsqu'il sera enfin lancé, devra affronter un A350 bien installé avec des centaines d'opérateurs satisfaits derrière lui. L'équilibre a basculé. Airbus ne court plus après Boeing, c'est lui qui mène la course. Voilà le vrai héritage de l'A350. Pas juste un avion excellent, même si ça l'est, mais un programme qui a changé en profondeur la compétition dans l'aviation commerciale. Du scepticisme à la suprématie, le jet qui a relancé la réputation d'Airbus et redéfini la norme du long courrier. Né d'une course face au Dreamliner de Boeing, il est devenu l'avion emblématique d'une génération. Le premier concept d'A350 était timide, progressif, sûr et totalement insuffisant. Airbus l'a donc abandonné, entièrement. Puis ils ont construit quelque chose de mieux. Pas seulement mieux que le concept initial, mieux que tout ce qui avait existé avant. L'A350 représentait une réinvention complète de ce qu'un avion long courrier devait être. Les composites, pas comme une simple nouveauté, mais comme la structure principale. L'efficacité, non pas une promesse marketing, mais un moteur fondamental du design. L'expérience passager, pas une idée de dernière minute, mais une exigence centrale.
Chaque surface, chaque système, chaque composant a été conçu pour atteindre un objectif, être le meilleur avion long courrier au monde. Et ça a marché. La vraie réussite de l'A350 a été de reconstruire la confiance. Après les difficultés commerciales de l'A380, après avoir vu le 787 de Boeing captiver le marché, après des années à essayer de rattraper son retard sur les gros porteurs, Airbus avait besoin d'un avion qui fasse la différence. Ils l'ont fait. L'A350 a prouvé qu'Airbus pouvait mener à bien un programme totalement nouveau, aussi bien que n'importe qui dans l'industrie. Mieux même que Boeing à la même période. Cette crédibilité change tout. Elle influe sur les décisions des compagnies aériennes, sur la perception des investisseurs, sur tout. Certains avions réussissent parce qu'ils répondent à un besoin du marché. Les familles 737 et A320 appartiennent à cette catégorie, des chevaux de bataille qui déplacent efficacement les passagers sur des trajets courts à moyens. D'autres réussissent parce qu'ils font avancer la technologie. Le 747 et le Concorde montraient ce qui était possible, même si l'économie ne suivait pas toujours. L'A350, c'est différent. Il réussit parce qu'il incarne l'exécution parfaite. Chaque aspect du programme, de la conception initiale à la mise en service puis à la maturité, a été géré avec précision. C'est rare en aéronautique. Des programmes aussi complexes subissent en général de gros revers. Le 787 a eu des incendies de batterie. L'A380 a connu des catastrophes de production. Le 777X n'est toujours pas en service avec plusieurs années de retard. L'A350, il a juste fonctionné. Les pilotes adorent le piloter. Les passagers choisissent leur vol en fonction de lui. Les compagnies gagnent de l'argent en l'exploitant. Les équipes de maintenance apprécient sa fiabilité. Airbus fait du bénéfice en le construisant. C'est la définition même du succès. La rédemption d'Airbus scellée dans la fibre de carbone. Des cendres de l'A340, de la déception du premier concept d'A350. Des années à jouer les seconds rôles face à la domination de Boeing sur les gros porteurs. Jusqu'à ça, le nouveau standard du vol long courrier. L'avion auquel les compagnies confient leurs routes les plus importantes. Le choix des passagers qui tiennent au confort. La colonne vertébrale du succès commercial d'Airbus aujourd'hui et demain. Et c'est ça, l'A350, le chef-d'œuvre d'Airbus.